Tiens-toi tranquille et écoute maintenant. I'm going in. That's the year 2000. I've seen things you people wouldn't believe. Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Betamax Break Room. Je suis Xavier et à mes côtés comme d'habitude Basile. Salut Basile. Salut à tous, dis-moi Xavier, t'as l'air d'avoir un gros rhume là. Je t'admets qu'avec le changement climatique on est en train de se taper cette saison de printemps, j'ai pris cher. Mais t'es quand même toujours là, fidèle au poste. Et voilà, tout à fait. Et puis ça va être un super numéro là ce soir, un très bon podcast pour ce 6ème épisode parce que Basile, nous allons parler de... Fantasy. Exactement, fantasy. Et donc nous allons parler de Conan le Barbare de 1982, réalisé par John Milius. Et notre deuxième film de la soirée sera le 13e guerrier de 1999, réalisé par John McTiernan et Michael Crichton. Alors commençons par Conan le Barbare. Basile, bon, Conan le Barbare, on peut aussi bien en parler rapidement qu'on peut en parler des heures et des heures, avec Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones et Max von Sydow. Alors Basile, parle-nous un petit peu de ce film, de l'histoire. Alors, Conan le Barbare, pour ma part, je l'ai découvert assez tard déjà. Je l'avais pas du tout vu quand j'étais ado, c'est vraiment bien plus tard que je m'y suis mis. Ça parle d'un univers avec lequel moi je suis pas très familier. Je sais que toi... par contre, tu es très à l'aise dans la fantasy. Donc là, vraiment, je l'ai regardé finalement sans avoir aucune attente quelque part. Donc j'étais vierge, si on peut dire, quand je l'ai regardé. L'histoire, tout ce qu'il y a de plus classique en matière d'heroic fantasy. Donc la quête, le personnage avec ses compagnons de route, son ennemi mortel, les armes, les créatures fantastiques. Toutes les bases maintenant d'une très bonne aventure fantastique ou heroic fantasy. Ça, c'est sûr que ce sont même des bases qu'on trouve pour les gens qui jouent au jeu de rôle, autant que pour les écrivains de fantastique ou d'aventure. Mais alors avant de parler de l'intrigue en elle-même, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'origine du personnage de Conan, puisque moi, comme je te l'ai dit, j'avais pas du tout lu ses aventures dans la littérature, donc je te laisse la parole pour m'en parler un petit peu plus. Ouais, écoute Basile, avec plaisir. À savoir que Conan, une histoire de Conan du Cimmérien, est assez fantastique, même folle. L'histoire de la création de ce personnage. Donc Conan est basé sur les livres de Robert Howard qui portent le même nom, qui raconte donc l'histoire d'un jeune Cimmérien qui devient roi dans un univers d'heroic fantasy. Alors les histoires, ce qui est intéressant, c'est Robert Howard a écrit des histoires, qui ne suivent pas période de temps en crescendo. Elles sont, elles cassent un peu le suivi temporel. Donc autant qu'il peut avoir des histoires quand il est déjà roi d'une région, avec déjà autant de fortune à ses côtés, qu'on peut suivre une autre histoire après qui parle de son adolescence ou sa préadolescence. Donc ça, c'était très intéressant quand c'était sorti à l'époque, chez les libraires. Bon, moi j'ai découvert Conan un peu plus tard. J'ai d'abord vu le film quand j'étais gamin, et puis après en grandissant, surtout pré-ado, j'ai voulu lire les histoires. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait choqué. On prend tellement l'habitude quand on lit l'histoire d'un héros de suivre ce qu'on appelle donc l'arc d'évolution d'un personnage, tu sais, de suivre sa montée vers le pouvoir. Par exemple, Luke Skywalker, on sait très bien qu'au début c'est un jeune garçon de ferme, mais on le voit bien évoluer au point de devenir un grand maître Jedi, on peut dire un magicien, quelqu'un de très très puissant. Exactement, ce qui se fait d'ailleurs pas en un seul film, mais ça prend 3 films finalement. Oui, et ça c'est important. C'est important parce qu'il faut bien sûr, parce qu'il faut qu'on s'accroche au personnage. Il faut qu'on puisse ressentir les sentiments qui sont évoqués, le drame, la joie. Tu vois, il faut prendre tout son temps, et c'est là où vraiment on peut s'accrocher et tellement mieux se divertir dans un film qu'on arrive à s'accrocher comme ça à un héros. Donc là, on voit la même chose avec Conan le Barbare. Enfin, dans ce premier film, on voit quand même une très grande époque de sa vie. Mais justement, je voulais revenir avant de parler davantage du Conan dans le film que l'on voit. Basile, l'histoire folle que je disais un peu plus tôt, c'est que, attention, Robert Howard avoue que Conan était réel et que c'est quelqu'un qui venait le voir la nuit. Je dis pas des conneries, que c'est quelqu'un qui venait le voir la nuit
un grand barbare, et qui lui forçait à écrire ses histoires à la machine à écrire. Et donc Robert Howard disait qu'il écoutait les histoires aventureuses de ce grand barbare qui se matérialisait dans son salon, et il écrivait des histoires de Robert Howard qui après qui proposa à publier dans les magazines d'Heroic Fantasy d'époque. Quel genre de substance prenait-il à l'époque? Écoute, les photos de lui, il y en a une qui est assez fantastique, elle ressemble tellement à celle du Bigfoot, c'est Robert Howard qui marche dans la rue, mais la photo est floue et t'as l'impression qu'il marche comme un extraterrestre. Donc on le mettra sur le site web, la photo, pour ceux qui sont curieux de la voir, mais voilà, on peut dire que c'est quelqu'un quand même qui est hors du commun, Robert Howard. C'est pas le simple écrivain qui se dit non, je crée un personnage fictif, je sais que je suis en train d'écrire une histoire. Non, pour Robert Howard, Conan c'est quelqu'un qui existait réellement et qui est venu le voir pour lui dicter sa vie. Donc tu vois, l'origine de l'histoire de Conan est assez fou. Hein. Oui, c'est une histoire assez abracadabrante, effectivement. Ah ça, tout à fait. Hein. Donc voilà, pour ça, on va rebondir après cette histoire incroyable de Conan, comment il fut matérialisé sur papier. On va parler maintenant de son adaptation à l'écran. Et donc, Basile, déjà de base, on va dire tout de suite ce qu'est Conan. Conan le Barbare, c'est conçu pour divertir avant tout les fans des histoires de Robert Howard, et ceux surtout qui ne sont pas familiers avec le personnage. C'est adapté pour tout genre quand on regarde ce film. Ok, donc ce que tu es en train de me dire finalement, c'est qu'à l'époque, quand le film est sorti, il y avait la volonté davantage d'ouvrir à un public plus large cet univers, avec les aventures de Conan. C'était plutôt une ouverture vers un public de non-initiés, plutôt qu'un film pour avant tout satisfaire une base de fans de fantasy. Les deux. Vraiment, c'est ça qui était incroyable. Maintenant, aujourd'hui, c'est un truc qu'on peut voir un peu plus souvent. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de détails, beaucoup d'inspiration des livres qui existaient, mais aussi qui étaient adaptés d'une façon à ce que les gens qui connaissent pas les histoires peuvent s'accrocher. Tu sais, qu'il n'y ait pas ces petits détails dans un coin, on se dit mais qu'est-ce que ça fout là, je comprends pas. Donc c'était vraiment une très très bonne adaptation. John Milius faisait vraiment attention à tous ces détails-là, et on voit qu'il est très soigneux de toute façon dans la réalisation du film. Alors justement, le film se déroule il y a environ 12 000 ans. On nous parle d'une époque qui est pendant une épopée légendaire où la magie était réelle, les monstres errent dans le monde et les dieux marchent parfois sur Terre. Alors le film emprunte libéralement du Conan de Canon. Donc l'univers de Canon, voilà, comme je disais plus tôt, on retrouve pas mal de détails. On raconte avant tout les premières années du barbare. Donc en commençant par la mise à sec de son village, l'assassinat de ses parents, puis après l'histoire se termine à la vengeance sur son premier grand ennemi qui est donc le Thulsa-Doom. Et Conan aura par la suite après plein d'autres ennemis dans les livres. On retrouve donc les histoires juste pour préciser là-dessus, ceux qui sont curieux. Alors le scénario, voilà, bien sûr adapté des histoires de Robert Howard, mais là Basile, ce qui est très intéressant, c'est le co-scénariste de l'histoire, donc c'est John Milius qui réalise. Et justement, donc on voit bien que John Milius était très passionné des histoires de Conan le Barbare, qui s'en inspire énormément, parce qu'on retrouve en détail certaines histoires de Robert Howard qui font illusion, un peu ce pot pourri, hein, on prend de certaines histoires. On retrouve les choses dans la crypte, la tour de l'éléphant, la reine de la côte noire, et la dernière histoire qu'on retrouve aussi dans le film, c'est une sorcière doit naître. Voilà, ces 4 livres-là qui ont été adaptés dans le film, un mélange pour qu'on puisse avoir une histoire classique à 3 chapitres hein, qui se déroule. Mais après, le scénario justement de toutes ces histoires, moi je trouve plutôt bien ficelé, bien écrit, parce que bon, avec beaucoup de chance, John Milius, le réalisateur, a pu écrire son propre script. Mais à savoir, Basile, le second écrivain sur le script est Oliver Stone. Ah oui, alors là c'est vraiment, on ne l'attendait pas effectivement dans ce genre de film. Non, et on voit qu'Oliver Stone fait un magnifique travail, je trouve, au scénario. Ce qui est intéressant, c'est, on va en parler un peu plus tard, mais je trouve c'est la crédibilité de l'univers, qui est bien ficelé et qui arrive à s'isoler très loin de taper dans le kitsch. Alors là-dessus, moi j'aurais quelques réserves, hein, mais on pourra développer ça un peu plus tard. Alors justement, Basile, le plus grand succès de Milius avec Conan le Barbare, ça a été de créer un monde entièrement nouveau et crédible. Les décors de l'univers, moi je trouve, sont spectaculaires. On a des effets spéciaux un peu discrets, mais qui sont efficaces. Et puis les costumes et accoutrements sont complètement passables pour l'époque. Enfin, dans un monde de Heroic Fantasy. Hein. Enfin bref, la Terre de Conan, c'est un lieu richement détaillé. C'est le genre de monde où l'on retrouve la grande aventure, l'intrigue magique et surtout les batailles héroïques qui peuvent avoir lieu sans jamais menacer la crédibilité de ce que nous sommes en train de regarder. Et j'aime bien ce détail, je trouve, à la réalisation, c'est que
de John Milius. Alors bien sûr, le film date de 82, mais fait très attention de pas taper dans le film de série B. Ouais, je trouve qu'il y a un équilibre assez bien géré. Alors bon, Milius a peut-être fait quelques erreurs dans son approche de Conan, hein, je dis bien pour les grands fans, la façon dont il le traite, mais il nous livre quand même un film bien divertissant. Alors moi justement là déjà, je suis pas tellement d'accord avec ce que tu disais par rapport au côté série B. Moi au contraire quand je l'ai vu, et encore une fois hein, je le répète, je l'ai vu sur le tard, donc j'avais pas vraiment d'indulgence par rapport au film. Justement si moi j'ai trouvé qu'il faisait pas mal série B, pas ridicule au point de certains films où vraiment voilà tout de suite on juge le film, on se dit ok voilà ça c'est du petit budget, d'accord. Conan c'est étonnant en fait, j'avais l'impression d'une sorte d'entre-deux. Parfois je me disais que ça marchait bien et qu'effectivement ouais c'était un film où il y avait eu quand même un gros soin apporté à toute la direction artistique hein, de manière générale, le côté visuel. Et pourtant il y avait des passages où là j'avais plus de mal à entrer dedans justement parce qu'il y avait un côté un peu un petit peu ridicule, un petit peu kitsch, qui m'empêchait de vraiment être à fond dans l'histoire. Je pense que tu parles par exemple de la scène de l'orgie. Entre autres, mais même dans le choix de l'ennemi principal de Conan, par exemple. Quand Tul Sadoum se transforme en serpent. Alors à la rigueur, la transformation en serpent, c'est c'était plutôt une bonne idée parce que c'est vrai que les serpents, généralement, ça marche toujours bien à l'écran. Hein, symbole de la magie noire aussi, c'est parfait. Hein. C'est assez terrifiant. Mais non, c'est le choix de l'acteur, son look général. J'avoue, j'ai un peu de mal à avoir peur en fait de ce méchant-là. James Earl Jones. Oui, il m'a pas tellement convaincu là dans ce rôle-là. Il me faisait plus rire qu'autre chose, j'avoue. Je crois le Tul Sadoum de John Milius, avant tout, c'est un sort de dirigeant de secte. Dans l'univers du livre, on est sur un Tul Sadoum qui est quand même bien pire, comme on voit au début du film, hein, qui raide les villages, qui tue pas mal de gens. Bon, par la suite, il le fait toujours, mais il a ce côté, comment dire, très zen. Oui, mais alors justement, c'est drôle. Tu dis chef de secte. Alors là, ça me fait penser justement à un personnage d'un film bien connu. Je pense au Temple Maudit. Et rappelle-toi justement le fameux chef, c'est un peu un chef de secte aussi, hein, puisque tu te rappelles cette fameuse scène du sacrifice là, voilà, où tous psalmodient ces chants bizarres, la Kalima. Moi je trouve juste la petite parenthèse Basile, mais je trouve ça dingue comme tu me parles justement du Temple Maudit, avec toute sa violence, entre les crocodiles qui roulent sur les cadavres, les cœurs qui sont arrachés, les mecs qui se font aplatir sur les rouleaux d'écraseurs de cailloux, que ce film soit un PG-13. Oui, c'est vrai que c'est étonnant. Alors même si on va pas commencer à faire une critique du Temple Maudit ce soir, mais on se permet parce que c'est une petite parenthèse. Mais je trouve qu'il y a un lien très fort avec la violence que l'on voit dans Conan le Barbare, du même niveau, et pourtant Conan c'est un R et ce n'est pas un PG-13. C'est vrai que j'y avais pas pensé à ça, mais c'est pertinent ce que tu dis. C'est vrai que le parallèle n'est pas si bête parce que effectivement, autant les deux films ne jouent pas du tout dans la même catégorie, puisque Indiana Jones c'est quand même plutôt censé être du divertissement relativement familial, même si comme tu dis, il y a quand même des scènes dans le Temple Maudit qui... tu vois, je pense que la ligne qui a été franchie, c'est la ligne, c'est simple, c'est du nichon, parce que dans Conan le Barbare on a du nichon et on n'en a pas dans le Temple Maudit, et je pense que c'est ça la ligne. Non, là je te rejoins, c'est vrai que la limite effectivement ce sera toujours le sexe et pas la violence en ce qui concerne Hollywood, c'est ça le grand paradoxe. Mais Indiana Jones, c'est vrai que c'est intéressant de faire ce rapprochement parce que finalement on a un petit peu l'impression que à partir du moment où il y a une aventure bon enfant et surtout que c'est parsemé de gags, qu'il y a des personnages les fameux comic relief, comme par exemple 2001 hein, dans Indiana Jones. À partir du moment où on a ces éléments-là, c'est un petit peu comme si ça permettait de compenser la violence et c'est un peu comme si le réalisateur disait ok j'ai rempli mon cahier des charges, vous allez pas mettre rated R, PG-13 ça ira bien. Alors que Conan non, là clairement il n'était pas question de faire des petits instants rigolos, c'est l'univers d'un barbare, ça rigole pas, c'est la violence à l'état brut. Voilà. Alors juste pour certains auditeurs, je voulais juste qu'on précise Basile tous les deux, pourquoi est-ce que des fois on s'attarde beaucoup sur la note des films au
standard américain de la censure, le PG-13, le R, le PG, le G. C'est parce qu'il faut savoir aussi que, bon, surtout aujourd'hui, un peu moins à l'époque, mais c'est très important pour les producteurs d'obtenir une licence PG-13, parce que ça veut dire que c'est un film en Amérique qui est ouvert à tout public, enfin aux gens qui ont au minimum 13 ans, ce qui est quand même une large partie des tickets d'entrée. Niveau R, tout de suite, quelqu'un qui est noté R, c'est la limite est 21 ans, ce qui veut dire quand même que ça bloque une large partie du public. Donc aujourd'hui au cinéma, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de PG-13, par exemple le dernier Robocop, normalement devrait être un R, vu l'univers de Robocop passe à un PG-13. Donc voilà, juste la petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'on n'hésite pas à parler de ça, parce que c'est très important aussi sur la façon dont il réalisait un film. Ah oui, tu fais vraiment bien de le souligner, parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment en France, et c'est très spécifique au cinéma américain. C'est vrai que dans le cinéma français, on n'est pas vraiment habitué à avoir ce genre de considération, parce que finalement la seule contrainte qui peut frapper les films français, finalement, c'est juste quand il s'agit de la limite entre pornographique ou non pornographique, mais ça concerne un nombre de films très réduit. Alors que aux États-Unis, cette fameuse note, je saurais pas comment le traduire, donc voilà, PG-13 ou R, ou il y en a d'autres. Ça peut être vraiment déterminant pour l'avenir d'un film en salle, et c'est un truc qui préoccupe vraiment beaucoup aussi bien les producteurs que les réalisateurs, et c'est vrai que ça peut amener un réalisateur justement à faire beaucoup de changements dans son film, et bien souvent c'est au dépend du film, il faut bien le dire. Alors Basile, comme on est en train de parler un peu plus de Conan le Barbare, je te propose qu'on parle un petit peu du monde, de l'univers, de l'intrigue, du scénario, un peu de tout ce qu'on a vu qui a été construit en production. Donc on peut dire que c'est une intrigue qui est grandiose. Il y a énormément d'éléments dans cette histoire qui font que Conan est un personnage avant tout populaire. Par ça, je veux dire qu'il est souvent entouré de femmes voluptueuses, même les hommes autour de lui sont musclés. Son sidekick est quand même quelqu'un de très intelligent, de très sage, malgré ce côté justement comique, mais qui sert à masquer son côté intelligent. Il n'hésite pas à se battre contre des monstres grotesques et gigantesques. Ses acolytes sont toujours fidèles à ses côtés. Voilà, il y a beaucoup d'actions bien violentes et des batailles bien sanglantes. Oui, et puis alors j'ajouterais une chose qui me paraît importante, c'est que on voit là tout de suite quand même que Conan est un peu en marge d'un certain cinéma. C'est que ce héros justement, ce héros que tu es en train de me décrire, je rappelle quand même qu'on est en 82, et en 82, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de films qui présentaient un héros qui était aussi peu sympathique finalement. Le héros typique de l'époque dans un grand film d'action, c'était toujours quand même un peu le bon samaritain, il faut bien le dire, qui avait certaines valeurs morales, qui aidait son prochain, qui n'était pas un barbare, alors que Conan, c'est un véritable barbare. Et là, je te renvoie quand même à cette fameuse scène du banquet. Je te laisse la dire. Tiens. Écoute, je la connais en version originale. C'est donc le maître de Conan qui lui dit « Conan, what is best in life ?» Et Conan lui répond sur un ton affirmatif très militaire « Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of their women. » Je te laisse traduire, Basile. Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Et lui de répondre « Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. » Voilà. Alors c'est drôle parce qu'en plus le personnage juste avant venait de répondre que ce qu'il y avait de mieux dans la vie, c'était l'immense steppe, un rapide coursier, des faucons à ton poing et le vent dans tes cheveux. Voilà, ça c'est exactement la phrase qu'on s'attendrait à entendre dans n'importe quel film d'action des années 80 ou même 90. Mais là, on te montre bien que tout de suite, c'est un grand nom, quoi. C'est évacué. Exactement. C'est jeté dans la corbeille des... Non, c'est pas le film que vous allez voir ce soir. C'est tout à fait ça. Conan, c'est un barbare, c'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. Et voilà, l'essence même du film, je pense, on peut la trouver dans ce type. Bah, tu sais, je veux dire, comme on est en train de parler de la genèse du personnage de Conan dans le film, c'est vraiment le anti-héros. Je veux dire, on jette carrément des femmes pour qu'il les viole dans une cage au début du film. Hein. Oui. Et puis, écoute, comme on est en train de parler de la genèse, moi je vais te parler d'une séquence qui me fait toujours le délirer. À quoi sert cette foutue roue dans le désert ? Pourquoi est-ce qu'il la tourne ? À quoi elle sert ? Ah oui, alors là, c'est un peu comme les Shadok qui pompent, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Hein. Là, j'imagine que c'est pour avoir une belle image, un bon plan cinématographique de Conan. La séquence est excellente. Mais... Je veux dire, on voit bien Conan qui passe d'un jeune garçon à un homme bien fort, bien musclé, mais putain, mais à quoi elle sert cette foutue roue ? Et moi, ça m'a toujours intrigué, j'ai envie de savoir à quoi elle sert de l'univers de Conan le barbare. Enfin voilà, donc on nous développe
développe un personnage quand même. On est dans l'anti-héros, hein, et pour 82, comme tu dis, c'est quelque chose de très très rare aussi. Enfin, pas très rare, mais quand même qui assez inhabituel. Alors, parlons un petit peu de l'envers du décor, hein, parce que là, c'est très important dans ce film, hein, ce qui fait la force du film. Le jeu d'acteurs, parlons justement des acteurs. Arnold Schwarzenegger. Petit rappel, Arnold Schwarzenegger à l'époque n'est pas du tout encore. Justement, c'est ce que j'allais dire. Conan, c'est son premier grand film, et c'est même le film qui l'a amené à devenir la star qu'il est aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Arnold Schwarzenegger, faut pas l'oublier. Pendant 15 ans, c'était un culturiste. A joué des rôles secondaires dans des films série B. Hein. Tout à fait. C'est vrai qu'en marge de sa carrière, parce que c'est une véritable carrière qu'il a entrepris dans l'haltérophilie, à côté de ça, son rêve, c'était clairement de faire du cinéma. Et on peut dire qu'il s'est accroché, parce que nombreuses ont été les portes qui se sont refermées devant son nez. Et ben, il s'est accroché, et finalement, à force de petits rôles dans des films de série B, comme tu disais, eh bien, il est arrivé à décrocher le rôle qui lui a véritablement mis le pied à l'étrier, et ce rôle, c'est Conan, et il faut bien le dire, le rôle était parfait pour lui, parce que vraiment cette masse de muscles avec cette face inexpressive, c'était exactement ce qu'il fallait pour Conan. Et c'est fou, comme tu dis, Basile, parce que seulement 2 ans plus tard, ça sera la vedette de James Cameron dans Terminator. La consécration où il est devenu la star internationale qu'on connaît. Alors revenons-en un petit peu en arrière là. Donc je parlais justement plutôt du niveau du jeu d'acteur. Là bon c'est pas le cas, hein, c'est pas le point le plus intéressant pour Arnold Schwarzenegger dans ce film. Le choix de Milius pour Arnold est je trouve excellent. C'est le personnage parfait pour jouer le rôle de Conan le barbare. Les seules choses nécessaires que Schwarzenegger a besoin d'appliquer dans ce film et qui fait royalement bien, c'est qu'il fléchit ses muscles, qu'il soit bon dans les séquences de combat, et bien sûr qu'il grogne une ligne occasionnelle de dialogue. Mais pas trop souvent quand même. Pas trop souvent, mais il le fait avec compétence. Parce que rappelons tout de même qu'à l'époque, il avait encore cet accent autrichien qui ne le quittait pas. Mais il l'a toujours aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qui... aujourd'hui, ouais. Mais à la rigueur, maintenant c'est un petit peu devenu son trademark. Hein, c'est Arnold Schwarzenegger, son accent, ça sert plus à rien. C'est ça, c'est un peu comme Jane Birkin, sans son accent anglais, on la reconnaîtrait plus. Mais c'est vrai que dans le cas d'Arnold Schwarzenegger, j'ai une petite anecdote à ce sujet, hein, c'est que à l'époque, alors je sais pas si c'était pour le premier Terminator ou si c'était pour Conan le barbare, mais j'avais entendu dire que sur certaines scènes, on a été obligé de réduire certains de ses dialogues. Oh merde. Parce qu'il avait du mal sur certaines répliques parfois. Donc j'imagine bien les assistants qui tenaient des grosses pancartes avec son texte. Ça me fait penser aux séquences dans Rocky 2. Rocky, mais oui, tout à fait, c'est ça. Qui fait les publicités pour le parfum. Ouais. Exactement. Ouais. Alors tiens, une petite anecdote sur Arnold aussi dans ce film. Au début, comme tu le sais, il s'enfuit. Il y a 2 chiens qui le pourchassent et il finit par se démêler du combat avec 2 loups de guerre, hein, quasiment, parce que ce sont à peine des chiens, hein, plus des loups. Mais à savoir, c'est que pendant le tournage, Arnold Schwarzenegger s'est vraiment fait attaquer par les chiens. On peut voir dans la séquence que quand il chute et que les chiens lui sautent dessus, il a dû bien se faire bouffer, le pauvre. Donc ouais, il y a eu pas mal de petites galères quand même dans ce film. Hein. Je veux dire qu'il a donné de sa personne. Voilà aussi une autre anecdote, Basile, c'est que Sandra Bergman, dans sa chorégraphie de l'assaut de l'orgie, de Tulsa Doom, au bout d'un moment, elle est en train de se battre contre un garde, et cette personne-là, donc ce stuntman, hein, n'a pas retenu sa chorégraphie. Et donc le pauvre a quasiment coupé le doigt de l'actrice. Il y a eu pas mal de gros problèmes quand même pour la production avec des séquences comme ça. Bon, c'est les années 80, hein. Il n'y a plus autant de sécurité ou de protection contre les acteurs qu'il y a aujourd'hui dans le cinéma. Hein. Mais voilà, ça nous permet de voir des choses quand même incroyables. Hein. Je veux dire, c'est quand même rare à l'époque de voir les acteurs faire eux-mêmes leur cascade et leur chorégraphie à l'épée. Hein. C'est vrai, mais dans le cas d'Arnold Schwarzenegger, c'est vrai qu'on aurait du mal à imaginer quelqu'un d'autre faire... Ah non, il le fallait, c'était plus important. Alors justement, Arnold Schwarzenegger, il n'y a pas une grande profondeur émotionnelle de sa part, tant mieux, car Milius n'exige pas du tout que Arnold fasse là-dedans. C'est là où je trouve que le rôle a été vraiment une percée pour le culturiste. Et comme on disait après, qui est devenu maintenant aujourd'hui la méga star qu'il est, un peu l'image du rêve américain aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'en l'occurrence, Schwarzenegger, dans un autre genre que Sylvester Stallone, parce que Sylvester Stallone c'est aussi un excellent exemple pour ça. C'est vrai que c'est un peu le symbole de ce fameux rêve américain, voilà, rags to riches comme on dit, celui l'inconnu, l'outsider
qui a un rêve et qui finit par l'obtenir, et puis voilà, qui est couvert de gloire. Voilà, et justement pour ceux qui sont pas très forts dans la langue de Shakespeare, un Basil rags to riches, qui veut bien dire de simple torchon à la richesse absolue. Voilà, c'est ça. Alors Basil, parlons un petit peu plus de l'équipe de tournage, l'équipe de production. Commençons par Dino De Laurentiis, donc qui est le producteur. À savoir, on parle souvent de Dino De Laurentiis, vu notre dernier podcast, on parlait de Dune. Dino, c'est avant tout quelqu'un qui, avant l'époque vraiment du blockbuster, c'est quelqu'un qui aimait faire du blockbuster. Et c'est un grand nom, hein. C'était le producteur à voir quand on avait tout de suite des films, une conception complètement incroyable, quoi, qui demandait énormément de budget et qui était le film à explosion. Exactement. Et puis on remarque quand même que il est présenté dès le début du générique. C'est marqué présenté par Dino De Laurentiis. Dino De Laurentiis à l'époque avait justement cette image que si on le présentait à l'avant d'un film, c'est que le film allait être grandiose. C'était l'image du attention, vous allez voir du très grand spectacle. Si j'osais faire une comparaison, c'est un peu comme une sorte de Cécile B2000 de l'époque. Ouais, c'est ça. Enfin là t'es gentil, hein, parce que justement on va parler de ça, du problème de Dino De Laurentiis. En même temps que ça soit quelqu'un qui aimait prendre des risques, c'était aussi quelqu'un qui savait faire facilement, enfin plutôt de tomber facilement dans le nanar. Et beaucoup de ses films frôlent cette ligne rouge, tu vois, très proche du série B et du film de cinéma. Et justement, ça a failli être le cas, Basil, parce que on va rebondir sur la bande originale, qui est composée par Basil Poledouris. À savoir, c'est que Dino De Laurentiis voulait une bande son de musique pop. Mais tout de suite, le réalisateur au milieu s'est dit non, ça va pas aller. Il nous faut à tout prix quelque chose de vocal, orchestral, avec des cordes. Il nous faut vraiment quelque chose qui dégage émotionnellement quelque chose. On peut pas aller sur du pop. D'ailleurs, c'est amusant. Je fais encore une comparaison qui est peut-être un peu mal placée, mais ça me fait penser à la Guerre des Étoiles, parce qu'à l'époque, justement, les producteurs de Star Wars pensaient faire quelque chose de contemporain, et en l'occurrence qui était contemporain. À l'époque, c'était le disco. La vache. Et George Lucas était complètement opposé à ça parce qu'il savait très bien que ce serait forcément démodé très rapidement, et il avait raison. C'était évidemment le bon choix de garder des compositions orchestrales, symphoniques, puisque là c'était forcément indémodable. Et c'est marrant parce que Dino De Laurentiis, dans les productions qu'il joue, aime beaucoup jouer sur la musique pop, hein, comme on a pu l'apercevoir dans Dune, comme on parlait la dernière fois avec Toto. Et oui, c'est marrant parce que la version originale de Dune, je t'en ai pas parlé, Basile, avant, mais comme là on parle de mode original, donc la musique de la famille Atreides devait être composée par Pink Floyd, et la musique des Harkonnen devait être composée par Magma. Ça aurait été fou. Donc ça aurait été dingue, hein. Finalement, une des choses que je retiens le plus du film, honnêtement, c'est la fameuse bande originale. Et je l'avais déjà entendue avant de voir le film, et c'est vrai qu'elle est assez marquante. Elle a chevauché des guerriers. Tout à fait, ah oui, il y a vraiment des thèmes musicaux dans cette bande originale qui te reste en tête, parce que vraiment c'est épique. Voilà, il fallait quelque chose d'épique et c'est très réussi. Justement, c'est comme quoi il est vraiment difficile d'imaginer le film étant aussi divertissant sans cet élément-là à sa production. Alors Basile, à ce jour, Conan le Barbare, ça a été l'un des rares films d'heroic fantasy à succès au cinéma, malgré ses autres prétendants comme Willow, Cœur de Dragon et Krull le Conquérant, qui n'ont pourtant pas réussi à suivre dans les larges traces de Conan. Et justement, les raisons de l'efficacité de ce film, c'est pas difficile à comprendre, hein. C'est qu'il traite ses personnages et ses sujets sérieusement sans devenir lugubre. Ou à l'inverse, devenir gnangnan, ce qui était quand même un petit peu le cas de Willow, honnêtement. Ouais, et là c'est bien parce que tu vois, tu fais bien de l'évoquer parce que il y a de l'humour dans Conan, mais c'est ce genre d'humour qui est pas surjoué, tu vois, qui est sous-joué. Un peu, tu sais, comme je reprends l'exemple d'humour qui est sous-joué, qui est parfaitement introduite, c'est dans le premier Guerre des Étoiles de 77, quand Han Solo et Luke sont en train de s'infiltrer dans l'étoile noire et qui font passer Chewbacca pour un prisonnier. Il y a ce petit droïde là sur roulette, c'est cette petite voiture mécanique qui s'approche de Chewie, et Chewie qui pousse à un énorme grognement et la voiture qui s'enfuit comme si elle avait peur. Et l'humour là est sous-joué, c'est parfait, c'est bien introduit, la mise en scène est parfaite, c'est pas tu sais, on n'est pas là à plier 4 de rire, c'est juste ce qu'il fallait à ce moment-là. Il y a beaucoup de moments comme ça dans la Guerre des Étoiles où on introduit de l'humour, et là je trouve que dans Conan le Barbare c'est ce même niveau-là. Eh oui, mais alors là c'est encore une fois une question de cible, à mon avis. C'est que contrairement au nouveau Star Wars par exemple,
qui clairement ont décidé d'élargir considérablement leur public et de toucher vraiment la famille, c'est-à-dire à partir des plus petits. Et forcément l'humour n'est pas dans le même registre. Et autant l'épisode 4 de la Guerre des Étoiles était clairement ciblé ados et jeunes adultes, l'humour n'est pas du même ordre, c'est-à-dire que on va pas faire des gags qui sont extrêmement appuyés pour que toute la famille puisse comprendre, et c'est ça qui fait une grosse différence. On peut facilement, parce que ça a été un peu le cas de Conan le Destructeur, qui est la suite de Conan. Alors, je n'ai pas vu cette suite, justement, donc c'est assez différent. Justement, disons que la suite de Conan, ça dévie sur le territoire de la bande dessinée, tu vois, dans la façon dont c'est traité. À défaut de traiter l'histoire des protagonistes dans un film mature et sérieux, comme on a vu là ici dans ce premier Conan, on voit une transformation jusqu'à obtenir le très convoité PG-13. Et justement, on est très loin du côté épique de Conan. Ici, on essaie d'en faire un peu trop dans la suite. Ça met en scène un sorcier qui utilise de la magie. Et là, c'est vrai qu'il y a de la magie dans l'univers de Conan, le tout premier. On voit quelque chose, mais c'est de la magie qui est vraiment, très mise en arrière-plan. C'est pas des mecs qui lancent des boules de feu sortant dans leurs mains. C'est un peu comme de la magie voodoo, comment c'est traité. C'est quelque chose de très mystique. Pendant que dans le lieu, c'est clairement, on voit clairement des gens qui font des choses incroyables avec leurs mains, qui sont vraiment des sorciers, comme si on jouait à Donjons et Dragons. Ah oui, là, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est justement un truc qui m'avait frappé en regardant Conan, c'est que je me suis dit que finalement c'était pas si fantasy que ça quelque part. Fantasy dans le sens qu'on a souvent ces clichés dans la tête, d'effets spéciaux très très voyants pour la magie, on va avoir du feu, de la glace, c'est pour ça que je disais plutôt que c'est vraiment discret, quoi, tous ces côtés effets spéciaux, et c'est ça que j'aime beaucoup de ce film Conan. Moi je m'étais posé la question, en fait, quand je l'ai vu, je me suis demandé si cette discrétion-là par rapport au côté pouvoir magique de la fantasy, en fait je m'étais demandé si c'était justement pour ne pas trop s'enfermer justement dans un public d'initiés. Je m'étais dit peut-être que si justement ils ont pas trop mis l'accent sur la magie, c'était pour avoir un public plus large. Est-ce que tu penses que c'était le cas ? Ça a dû jouer là-dessus, c'est sûr, mais moi je pense que c'est avant tout Milius qui voulait faire un univers crédible. Tu vois, qui laisse l'opportunité aux gens qui connaissent l'univers de Conan le Barbare, suggérer que c'est de la magie, et les gens qui ne connaissent pas du tout l'univers de Conan, qui voient un film de barbare, qui se disent ça a bien pu exister ce qu'on est en train de voir. C'est vrai, et puis après il faut bien le dire quand même, c'est que le côté pouvoir magique, tout de suite ça fait un petit peu plus film pour les enfants en fait. C'est vrai qu'on a tendance à faire ce raccourci. Je te propose vivement, si tu veux voir ce que c'est de mal faire un Conan, bon pas mal, mais disons une exécution, on peut dire même avec un ton comique, Conan le Destructeur, c'est bien le cas. Je vois. Et je trouve, tu vois, Basile, 32 ans après sa sortie, je trouve que Conan le Barbare tisse encore un sortilège capable d'ensorceler les fans d'Heroic Fantasy. Donc toi, par exemple, à chaque fois que tu regardes Conan, finalement, tu es toujours happé par cette aventure. Complètement. Je trouve que c'est vraiment l'un de ces films qui arrive à bien nous intégrer dans l'univers, bien nous aspirer, ou qui nous propulse dans l'univers de Conan le Barbare. On admire ce héros et on le suit dans son aventure. On aime voir sa montée en puissance à dominer son ennemi juré depuis sa naissance. Même aujourd'hui, tu vois, avec tous les moyens qu'on a, le CGI, les moyens techniques, surtout pas dans la plus grande trilogie maintenant, aujourd'hui, bon, avec la nouvelle trilogie du Hobbit, mais on a la trilogie du Seigneur des Anneaux qui est quand même assez épique, et puis très artistique. Mais avant cela, tu vois, on avait Conan et c'était quand même un film qui arrivait à bien, je trouve, à me divertir, quoi. Et c'est vrai que ça a son côté kitsch maintenant parce que ça date des années 80. On peut dire qu'il y a des séquences qui ont très mal vieilli, mais pour un film justement de 82, je trouve qu'il tient vachement bien la route, quoi. Il y a quand même quelque chose qui nous diversifie toujours. C'est un film où on s'amuse bien à visualiser, à regarder, malgré quand même une scène où on se bat contre un énorme serpent dans les égouts qui est une horrible marionnette. Est-ce que tu peux me parler du film Conan qui est sorti très récemment? Alors Basile, écoute, je crois qu'on a un podcast qui est dédié pour les mauvais films qui s'appelle VHS Massacre. D'ailleurs, on va en profiter pour faire un petit peu la publicité ici. Donc voilà, avec Basile, on a des critiques qui sont un peu plus, méchantes. Puis on a deux autres personnes qui sont avec nous. On a Fred et Clément. Et là-dessus, justement, on s'amuse à parler un peu des films ratés, des merdes ou toute autre calamité du 7e art. Je vais faire court, sinon je risque de m'emporter. Mais c'est un film auquel je m'attendais à tout le contraire, à ne pas être déçu, à être complètement envoûté par l'univers de Conan Barbare avec les techniques cinématographiques contemporaines. Et
on nous a livré un produit, voilà, avec un fond intéressant, hein, mais avec une exécution horrible. Donc finalement, on a vraiment un film série B à grand budget. D'accord, donc pour toi, c'est clairement un échec. Oui, on peut on peut le dire rapidement comme ça. C'est un échec. Le scénario est complètement horrible. Le climax du film est pitoyable. Pourtant, Jason Momoa, l'acteur qui joue Conan, est un très bon choix. Hein. Il n'est pas aussi musclé qu'Arnold Schwarzenegger, mais il passe très bien pour un jeune Conan. Le problème, c'est qu'on s'inspire pas à fond des livres. On est plutôt sur un côté où on se retrouve dans Conan et Destructeur, qui est donc Conan la suite, hein, de 82, où la magie ici est bien réelle et on nous la démontre bien. Au point où Conan se bat contre des guerriers créés de sable. Il y a aussi des séquences où il y a des énormes éléphants qui sont en train de transporter une forteresse roulante. Donc il y a des idées intéressantes, pas mal, mais on est très loin du succès du tout premier Conan. On est plutôt dans un film avec ce pseudo-étalonnage grisâtre qui fait ressortir un rouge bordeaux bien sanglant. On a un Conan l'aventurier plus basé sur une quête qui est sans intérêt. Donc là, vraiment, tu n'as pas du tout retrouvé les sensations du premier Conan. Non, ce tout premier Conan quand même de 1982, c'est quand même une excellente aventure. C'est un film bien divertissant, bien amusant, qui n'hésite pas justement à bien développer ce personnage de Conan avec ses croyances en son dieu de Chrome, mais qui n'hésite pas surtout à dire à son dieu d'aller en enfer si jamais il lui accorde pas ses bénédictions, et qui nous montre bien que même dans l'au-delà, ces aventuriers deviennent des héros pour les cieux. Enfin voilà. Écoute Basile, pour noter ce film, moi je lui donnerais 4 coups de boule sur la tête d'un âne sur 5. Ouais, c'est pas mal. Bah écoute, moi je serais un peu moins tendre avec lui. Je lui donne quand même bien 5 points de kitsch de moins pour faire un peu baisser la note. Ah bah écoute Basile, je trouve que t'es en train de t'accroître la colère de Chrome. Ouais, c'est bien possible. Alors si tu veux bien, on va passer à notre deuxième film de la soirée. Et écoute, avant cela, je te propose qu'on écoute un morceau de la bande originale de Conan le Barbare, de Basile Polidorius, et justement qu'on s'écoute le morceau de l'orgie. Avec grand plaisir.
Pour notre deuxième film de la soirée, nous allons parler donc du 13e guerrier, un film réalisé par John McTiernan et Michael Crichton en 1999, avec Antonio Banderas, Diane Venora et Vladimir Kulic. Alors un film qui avait quand même à l'époque un très grand budget qui était de 85 millions de dollars. Ce qui est quand même assez conséquent. Ça c'est sûr. Alors Basile, pour parler un petit peu avant de rentrer dans le sujet du film, parlons un petit peu du réalisateur. Donc ce n'est pas n'importe qui, du cinéma d'action. John McTiernan, c'est quand même le créateur, on peut dire l'un des films qui a créé le genre film d'action des années 80-90, Die Hard. Je dirais qu'il a révolutionné le genre, en fait, parce que le film d'action existait déjà, évidemment. Et là, c'est vraiment ce film-là qui a un petit peu insufflé une énergie nouvelle à un genre qui était un petit peu vieillissant. John McTiernan, c'est aussi Predator. Autre film d'action vraiment marquant des années 80. Ah ça, même aujourd'hui, on en parle toujours, de ces fameuses scènes d'action dans la jungle. Et c'est aussi le réalisateur de Last Action Hero. Ah, Last Action Hero, un film que j'aime vraiment beaucoup. On pourrait faire, je pense, un podcast entier à propos de ce film. Il y a quoi raconter, ouais, ça c'est sûr. C'est ça, c'est un film tiroir où on peut mettre plein de choses dedans. Ça revient presque à une fresque d'une époque spécifique des années 90. Complètement. Et c'est vrai que c'est tout à fait notre génération, donc on est peut-être les mieux placés pour en parler, quelque part. Le 13e guerrier. Alors voilà, on a John McTiernan, un réalisateur compétent, surtout pour les séquences d'action. Alors, on se retrouve vraiment, encore une fois, comme on le dit multitude, sur ce genre de film qu'on est en train de discuter, Basile. Là, on est encore une fois dans le voyage du héros de Joseph Campbell. On suit donc notre personnage principal, Antonio Banderas, nommé par les Vikings Eben, un simple homme poète qui vraiment suit un chemin d'évolution et qui va devenir un guerrier très compétent. Donc le film raconte justement l'histoire du voyage de cet homme, de son évolution en fait, de son parcours. D'ailleurs, je précise une chose au passage qui est intéressante par rapport à ce côté parcours initiatique, c'est que là, contrairement à certains des cheminements des héros qui sont dictés dès le début et finalement qui sont comme une prise de décision volontaire du héros, là notre pauvre héros, il se retrouve catapulté dans cette aventure alors qu'il n'avait rien demandé. Et c'est ça qui est intéressant, justement, c'est le destin qui fait appel le destin des Vikings, qui eux se retrouvent justement à devoir arpenter cette quête de sauvetage. L'homme extérieur, en fait, au groupe qui se retrouve à les suivre, et c'est là où c'est intéressant de voir un destin l'attraper. Quelqu'un d'un milieu bien plus aisé, bien plus confortable, en fait, qui se retrouve appelé par ce destin à rejoindre ce groupe de Vikings qui sont tout l'envers de ce qu'ils représentent, qui sont pas du tout des poètes, mais plus des guerriers, qui sont même représentés dans les premières séquences où il y a carrément un homme qui se fait trancher en deux, quoi. Oui, là, on a tout de suite compris qu'ils font pas dans la dentelle. Non, ça c'est sûr. Alors, moi, Basile, ce que je trouve intéressant dans le type d'écriture, c'est, pour parler du scénario, c'est vraiment, on est dans un scénario à 3 étapes. Classique, d'écriture cinématographique. Mais ce que je veux dire, c'est 3 grandes étapes, c'est avant tout, il y a 3 murs à franchir par les héros. Ce que je retrouve pas trop dans le cinéma d'action et je trouve vraiment intéressant. Alors, pour développer un peu ce que je veux dire par ces 3 grandes étapes à franchir. La première étape qui est à franchir des héros, c'est d'abord de se retrouver confronté à un ennemi maléfique, un ennemi invisible. Donc vraiment les contes et légendes, et c'est là où le personnage principal commence vraiment à avoir des doutes sur un ennemi, s'il est fantastique ou pas, et se rend compte que non, avant tout ça reste un homme. Donc je trouve là c'est vraiment une des grandes étapes, c'est déjà d'être convaincu qu'on n'est pas en train de se battre contre quelque chose de fantastique, mais c'est bien quelque chose de réel. D'ailleurs je viens d'y penser, on peut faire un rapprochement amusant avec le Predator, où il y a finalement la même problématique. C'est qu'au début, on pense être en présence d'une créature surnaturelle qu'on distingue à peine, et puis au bout d'un certain temps, il y a cette fameuse réplique qui est célèbre. S'il saigne, c'est qu'on peut le tuer. Voilà, donc, c'est un peu, mais c'est vrai finalement. C'est livré parfaitement par le fameux catcheur des années 80, Jesse The Body Ventura. Tout à fait. Alors voilà, et la deuxième épreuve de franchir, Basile, moi je trouve que c'est en fait une fois que les 13 guerriers se rendent compte, enfin ils sont plus 13 à ce moment-là, il y en a déjà quelques-uns qui crèvent, oui. Une fois qu'ils savent donc que l'ennemi est humain, c'est justement de conquérir ce premier assaut. Il y a cette très grande bataille qui se développe dans le film, et donc c'est d'arriver à être endurci, à pouvoir subir une attaque, de pouvoir vivre enfin la confrontation. Ce qui arrive à faire les héros avec beaucoup de difficultés. Et donc la troisième étape à franchir, c'est là où je trouve vraiment intéressant, c'est ce côté métaphorique dans le film. C'est donc une version de plonger dans l'antre du mal et de détruire le mal à sa racine. Exactement.
Et ça, c'est une métaphore magnifique, hein, finalement. Ah, je trouve ça super. Alors c'est pour ça, tu vois ce que je veux dire. Je trouve qu'on n'a pas, moi, j'ai pas l'habitude de voir ça dans les films d'action. Vraiment, ces 3 étapes à franchir, on les retrouve, hein, un peu développées autrement. Mais là, c'est vraiment, on prend un antagoniste, un méchant, et on va lui donner 3 façades. Et les façades sont assez intéressantes. C'est 1, est-ce qu'il est réel ou pas? 2, est-ce que je vais pouvoir le battre ou pas dans sa forme physique? Et 3, c'est, il faut que je le combatte, il faut que je sois plus malin, en fait. Il faut que je le combatte à sa racine, là où il est créé, là où il émène du mal. C'est ça, et il s'agit de le vaincre dans tous les sens du terme, et pour le vaincre, il faut vraiment aller, c'est ça, à la racine du mal. C'est l'unique moyen, finalement, de venir à bout du fléau, et ça... voilà, dans la vie en général, ça peut être tellement de choses. C'est pour ça que le film finalement est assez est riche de sens, parce que il y a cette métaphore qui est très forte, qui domine le film. Ouais. Et puis là, de toute façon, là, c'est sûr qu'on sent la pointe de l'écrivain, hein, la plume de l'écrivain, là, Michael Christian, qui a quand même un écrivain avec énormément d'expérience. Et là, le screenplay, on sent quand même que c'est un film qui a du corps. C'est pas juste une simple histoire d'action. Il y a quand même un traitement intéressant dans cet antagoniste. Que je trouve vraiment cool, hein. Il y a vraiment la première phase, donc comme je disais, la phase est-ce que c'est un ennemi réel ou pas, est-ce qu'on est vraiment en train de se battre contre quelque chose de métaphysique, quelque chose complètement irréel. Moi je trouve vraiment sympa cette séquence parce qu'on voit rarement les ennemis, ils sont toujours filmés contre-plongés ou quasiment hors champ, et on a carrément les cadavres, quasiment des cadavres des gentils, de certains des 13 guerriers qui chutent, qui tombent, hein, à cause des coups de poignard ou d'épée. Donc nous, bien sûr, on est attaché au personnage d'Antonio Banderas, hein, on est en train de vivre le même arc que lui, on se lie à lui, et on est en train de visualiser l'ennemi comme lui le visualise. Donc de plus en plus il commence à connaître son ennemi, et de plus en plus l'ennemi va être filmé devant la caméra. Exactement, et c'est là qu'on voit justement le talent d'un réalisateur, hein. C'est pas la première fois qu'on le dit, mais il faut toujours le souligner. C'est que c'est une chose d'avoir un scénario, une histoire qui tient la route, mais après il faut que ce soit traduit avec brio à l'écran, sinon ça ne marche pas. C'est sûr que la séquence va se développer différemment par réalisateur. Et là, John McTiernan sait nous tenir en haleine, hein. C'est pas mal de séquences. Et non seulement ça, mais dans ce film d'action, arrive à nous faire ressentir vraiment une crainte de l'ennemi, hein. Complètement. Alors moi, c'est ça aussi que j'ai adoré. Je pense que honnêtement, c'est un de mes passages préférés. Le serpent de feu. Ah oui, alors il y a le serpent de feu. Je pensais pas à ça, mais c'est vrai que ça aussi, c'est une scène très forte. Mais non, je revenais sur la scène que tu décrivais, la première confrontation avec l'ennemi. Moi aussi, la première fois que j'avais vu le film. Dans la maison du chef, là où ils arrivent la nuit. Ils font semblant de dormir. Là, c'est ouf. Là, vraiment, t'es saisi à la gorge parce que toi aussi, là, t'es vraiment à leur place. Tu ne sais pas ce qu'est cet ennemi invisible. Et la peur te prend au ventre parce que là... le film est prenant, hein. Le film vraiment arrive à nous attraper au corps, hein. Tu sais, vraiment à nous mettre tout nus dans la foule, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et écoute, il y a une autre séquence aussi, comme tu m'y fais penser là, mais comme on est en train de parler justement du corps et de l'écriture de ce film, une autre séquence que j'aime beaucoup, qui n'est pas une séquence d'action, mais c'est donc la séquence où il découvre cette maison dans la forêt d'un mec qui habite à l'avant-poste, hein, et la famille est complètement massacrée à l'intérieur, et il découvre ce petit totem de femme enceinte à l'intérieur. Alors c'est vraiment une séquence oppressante, stressante, hein, où les guerriers sont en train d'enquêter sur ce qui est devenu de cette famille, pourquoi ils ont été complètement décortiqués. Il y a vraiment toute la musique qui s'installe. Là encore une fois, on sent John McTiernan qui choisit sa composition, la musique on retrouve presque un thème, je trouve, à la Predator. C'est ce côté un peu musique tribale qui se mélange, l'orchestral, symphonique, les cordes, les cuivres et tout. Mais il y a ce côté, tu vois, un petit peu tribal qui se met dedans. Ce que j'ai bien aimé avec la musique d'ailleurs, c'est que évidemment, hein, c'est normal qu'il y ait quelque chose d'assez fort pour ce genre de film, mais en même temps, moi j'ai trouvé qu'elle n'était pas si envahissante, alors qu'elle peut très facilement le devenir, la musique, justement, dans ce genre de film. Là, pour moi, c'était vraiment juste ce qu'il faut, avec un thème très bien composé, mais en même temps qui est pas omniprésent. C'est juste le bon équilibre. Écoute, je crois que tu le sais déjà, c'était l'un de mes compositeurs préférés. Je dis c'était parce que hélas Jerry Goldsmith n'est plus de ce monde. Et pour moi, c'est vraiment l'un des compositeurs. J'ai quasiment toutes ses bandes originales sur CD. J'aime beaucoup ses compositions. Cet homme est connu pour des compositions de science-fiction qui sont jusqu'à aujourd'hui inoubliables, comme bien sûr le thème de Star Trek. Jerry Goldsmith, c'est aussi le compositeur de la bande originale de Total Recall. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais l'introduction de Total Recall, quand le titre apparaît à l'écran avec ses percussions. Je me rappelais pas de ce moment précisément, mais c'est sûr que Jerry Goldsmith, de toute façon, ça fait partie des grands compositeurs qu'on a retrouvés
dans beaucoup de films. Une référence incontournable, au même titre que John Williams ou d'autres. Voilà, c'est un grand. Jerry Goldsmith, c'est une référence dans les plus grandes écoles de musique comme Berklee. C'est la référence d'apprentissage, un peu comme quand on est en école de cinéma, on va dire que c'est quoi, c'est Georges Méliès, Murnau. Et moi, en l'occurrence, je l'ai découvert avec la bande originale de Rambo, figure-toi. Ah bah voilà, encore une excellente bande originale. Ah, j'ai adoré justement ce thème de Rambo qui est décliné à foison dans le film et tout de suite j'avais vraiment accroché à la musique. Là, ça avait participé à me mettre vraiment dans l'ambiance de ce film que j'aime beaucoup. Après je me suis renseigné et puis je me suis rendu compte que Jerry Goldsmith c'était un grand nom. Alors justement en retournant sur Jerry Goldsmith dans le 13e guerrier, là on sent aussi encore une fois qu'il s'attaque durement à la tâche et il arrive justement à nous traiter, à nous évoquer cette entité en fait du mal, cet esprit évocateur qui devient au fur et à mesure encore pire que irréel, c'est qu'il devient réel, il se métamorphose en entité qui est devant nous. Et encore ce qui est vraiment intéressant là, comme je disais Basile, ce troisième obstacle, donc le cœur, l'entité du mal, est vraiment représenté comme l'image qu'on a tout à fait d'un portrait de satanisme du siècle dernier, quoi. C'est la fameuse sorcière, la mère en fait, c'est un peu comme une fourmilière, c'est méchant. Et j'aime bien comment ce personnage est représenté. Et là, c'est là où Jerry Goldsmith travaille encore la musique. À ce moment-là, une fois qu'on est dans l'antre du mal, la musique vraiment commence à taper sur ces notes ahurissantes. On se retrouve confronté à quelque chose qui nous met tout de suite mal à l'aise, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Et puis c'est vrai que ça c'est très bien. Je trouve que c'est très bien entretenu dans le film. C'est que finalement ce fameux peuple sanguinaire et cannibale aussi. Alors ça fait partie des éléments qui donnent froid dans le dos au début du film. C'est quand on nous révèle que ce sont quand même des hommes qui mangent la chair de leurs adversaires. D'où leur transformation corporelle en fait. Ce côté bestial, animal. Et c'est ce que j'aime bien, c'est que jusqu'à la fin du film, même si on sait que ce sont des humains, ils gardent encore ce côté très effrayant, avec ces maquillages guerriers vraiment impressionnants, et puis ces peaux de bêtes qui les rendent encore plus forts, imposants, puissants. Et c'est pas pour rien qu'au début notre équipée de guerriers se demande s'ils ont pas affaire à des dieux, parce que là vraiment c'est une force surnaturelle là qui semble les attaquer. Comme tu dis justement, il y a un traitement vraiment impressionnant sur l'ennemi, mais donc aussi sur les héros, les 13 guerriers. Bon, c'est un peu difficile dans un film comme ça de traiter 13 personnages, mais il y a quand même eu un travail important qui a été fait sur chaque personnalité de ces 13 héros. Bien sûr, beaucoup plus sur le viking principal, le chef. Le chef tellement charismatique, alors moi je connaissais pas cet acteur. Alors Vladimir Kulich, un acteur en fait qui est pas mal casté en fait pour jouer des personnages du viking ou des chevaliers. Comme par hasard. Alors aujourd'hui là en Amérique il travaille toujours, il travaille dans une série télé, si vous êtes intéressé par les histoires des contes et légendes, mais bon, restant sur le côté historique et réel des Vikings, la série télé qui se nomme Viking elle-même, qui est vraiment intéressante, où là on retrouve encore Vladimir Kulich. Après Basile, quelque chose qui va nous toucher un peu plus, Vladimir Kulich a joué dans un épisode de X-Files. Ah, je l'avais pas reconnu. De quel épisode il s'agit ? Alors l'un des épisodes de la saison 2 qui s'appelle Dode Calm. Alors Dode Calm, c'est le fameux épisode où Mulder et Scully retrouvent un vaisseau en mer. Oh, il est génial celui-là. Et voilà, ils se rendent compte qu'ils vieillissent ultra rapidement. Je l'adorais cet épisode. Il est super, super. Kulich qui était donc un des marins norvégiens. Donc voilà, on voit que c'est un acteur quand même qui représente un peu cette force corporelle des gens du Nord, tu vois, ce côté un peu au physique très fort, résistant. Force de la nature. Là, c'est ça, c'est vraiment une force. Ah bah tiens, en parlant de force de la nature, on nous fait penser à la nature. L'univers, moi je voulais parler un tout petit peu de ça, parce que là voilà, on a ces 13 guerriers qui sont bien traités, chacun a son armure, son arme, son comportement. On sent qu'il y en a un, c'est le personnage comique, l'autre c'est un peu le têtu. Bon, c'est très comique comment les personnages sont écrits, chacun est très simpliste, mais bon, en même temps, il y en a vraiment que 3 qui sont vraiment traités à la caméra. Il y a donc le chef, il y a le personnage d'Antonio Banderas, et puis après il y a ce second qui est un peu celui qui sert d'ami en fait à Antonio Banderas, quoi. Et qu'il appelle pendant presque tout le film petit frère, ce que j'avais trouvé petit pas frère, mal. voilà. Au tout début, qu'il appelle Ibn, qui cherche pas en fait. Ibn, qui nous est expliqué en arabe, veut dire fils de. Ou alors de temps en temps on l'appelle juste l'arabe, ce qui est quand même pas très gentil non plus. Non. Et justement, je crois qu'il y a une séquence vraiment intéressante là-dessus, c'est quand les Vikings commencent à trop se moquer de lui, il y a cette fameuse séquence où Ahmed Ibn Fadlan apprend à parler la langue des Vikings.
Moi, je trouve qu'au montage, elle est vraiment chouette, cette séquence. Elle est vraiment bien montée, avec les répétitions de caméra, les répétitions avec ce deuxième plan qui est répété, mais qui est en raccord de l'axe, avec un zoom beaucoup plus intense sur les lèvres, pour bien nous faire comprendre que Ahmed est en train de se focaliser en fait sur la prononciation et l'articulation. C'est tout simple, mais en fait, c'est tout l'art de maîtriser cette fameuse ellipse temporelle qui est tellement utilisée au cinéma. Et il y a 1000 façons de faire une ellipse. Puis là, bah voilà, forcément par rapport au scénario, on pouvait pas faire en sorte de voir qu'il passait des jours et des jours. Mais tu vois, encore une fois, là, je trouve que c'est un boulot de John McTiernan qui est vraiment impressionnant. C'est que beaucoup de réalisateurs, tu sais, auraient pu te le faire où il est en train de prendre des notes, il est en train de, quasiment, il nous le dit, tu vois, il est en train de parler à lui-même, nous prendre un peu pour des idiots, tu vois, comme si nous on n'avait pas compris. Mais là, John McTiernan nous prend pas par la main. Et nous montre bien, et on comprend tout à fait que le personnage d'Antonio Banderas, Ahmed, est en train de apprendre la langue, quoi. Et c'est vraiment intéressant comment il est en train de le faire, parce que le jeu d'acteur dans Banderas, c'est un peu de chuchoter à lui-même ces mots qu'il est en train de répéter. Et ça donne un résultat qui est très fluide et qui se prête complètement au reste du film, justement. Là, au montage son, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Je crois que c'est la 2e ou 3e nuit où il est en train d'apprendre. Quand les Vikings parlent, ça se mélange avec leur langue à eux et l'anglais, bon, qui est supposé être l'arabe pour Antonio Banderas. Oui. Mais donc c'est un mélange de l'anglais et de la langue viking. Et donc c'est vraiment intéressant au montage audio. Et c'est ça que j'aime beaucoup et que je reproche à pas mal de films contemporains. Ah, ça on trouve pas aujourd'hui, hein. Tout est très rapide aujourd'hui, tout est très très propre et rapide. Voilà. Et surtout il y a beaucoup de à mon sens, il y a de la surenchère qui n'en finit plus en fait maintenant. C'est ça qui est dommage, c'est-à-dire que au début, oui, on est pris par l'action, mais comme ça se répète à l'infini, qu'à chaque fois on essaie de nous en mettre toujours plus plein la vue, eh ben, les effets s'annulent. Et en fait, ça ne provoque que l'ennui, finalement. C'est comme ces courses-poursuites interminables qui, au début, te prennent en haleine, et puis au bout d'un moment, bah, t'en as marre, parce que voilà, t'en as vu assez, quoi. Alors, tu vois, encore une fois, comme tu dis, on n'est pas obligé de trop en montrer, et c'est ça, comme tu me disais tout à l'heure, tu sais, la séquence le premier assaut, quand il se cache dans la maison du chef, il y a peu de plans, de combat. Tout est très rapide, tout est, justement, comme on est comme Banderas, on est un peu perdu dans cette attaque surprise, quoi. On est dans la confusion. Il y a peu de plans d'attaque, mais les plans qui sont présentés, où je crois qu'il y a 2 ou 3 guerriers qui meurent, chaque plan est quand même bien mesuré et on sent un impact. C'est pas comme aujourd'hui où il y aurait eu un plan séquence avec une caméra 3D, quelque chose de complètement dingue. C'est sûr qu'il y aurait eu du CGI. Là, on est sans CGI et ça marche complètement. Il y a vraiment un impact, en fait, quelque chose que l'on retient, je trouve. Et c'est super bien dosé et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Alors Basile, un truc vraiment intéressant, encore une fois sur le personnage d'Antonio Banderas. Notre personnage principal vient d'une autre culture, donc culture du Moyen-Orient, et qui se retrouve donc à devoir s'adapter à la culture donc des hommes du Nord. Quelque chose de beaucoup plus brut, beaucoup plus sale, on va dire, moins maniéré. Et là, on a quelqu'un quand même qui vient d'un milieu très riche. C'est quelqu'un qui vient d'un univers très raffiné dans un monde de brut. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un homme très fin, très maigre, sur un tout petit cheval, qui se bat avec une épée qui pèse complètement rien du tout. Et ce qui se passe, là, justement, c'est que les Vikings n'hésitent pas à se moquer de lui. Petit frère, Ibn, montre que le fait qu'il soit beaucoup moins équipé, moins lourd, qu'il est bien plus agile que les Vikings. Et c'est là où ses frères d'armes se rendent compte de son avantage. C'est sa dextérité, son agilité. C'est ça qui est très bien amené dans le film, c'est que le héros prend sa place auprès des autres tout en imposant sa propre identité, sa propre personnalité, et les autres l'acceptent et ils en reconnaissent sa valeur. Et ça, c'est... on a cette fameuse séquence où il frime avec son cheval au début pour montrer à quel point il est agile. Et puis après, il y a ce duel au sabre, là, tu sais, où Ibn leur montre justement son agilité, ses compétences. Et l'échange, c'est que les hommes du Nord, les Vikings, vont l'apprendre en fait à survivre dans un nouveau pays. Moi, je pense aussi à cette scène, tu sais, quand il y a justement le duel entre les hommes du village, il y a un moment où justement le fameux second du chef des 13 guerriers semble être quasiment vaincu par son adversaire et petit frère, donc Ibn, tente d'arrêter le combat et il supplie presque le chef de mettre fin à un combat qui a pas de sens d'une part et qui va de l'épargner, de sauver son ami. Il s'est bien attaché à lui, ouais. Exactement. Et le chef lui fait comprendre qu'il n'a pas à intervenir. Et ça, c'est un moment assez fort
parce que on comprend voilà qu'il y a tout ce côté sens de l'honneur, etc., qui finalement n'est pas ce qu'on croyait, puisque à la fin du duel on se rend compte qu'en fait c'était juste un stratagème C'est ça. utilisé voilà pour finalement vaincre l'ennemi en lui faisant croire voilà la faiblesse, alors qu'en fait il y avait pas du tout de faiblesse. Et hop, une bonne décapitation. Exactement, donc ça c'était une belle leçon quelque part. Alors Basile, un point que j'ai remarqué très intéressant pour faire une comparaison avec notre premier film de la soirée, Conan le Barbare, c'est plutôt un point en fait sur l'univers de ces deux films. Alors ce que j'ai trouvé intéressant, c'est dans le monde du 13e guerrier, ce sont des hommes qui vivent donc dans cet univers complètement réel, mais qui croient en la magie et le mysticisme. Et à l'inverse, dans l'univers de Conan le Barbare, beaucoup sont magiques et ont des forces de mysticisme, mais qui croient en fait en la force brute et la science de la forge de l'acier. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est que... Oui, c'est qu'il y a un rapport qui est inversé, c'est ça que tu veux dire. Ouais. C'est une des raisons, à mon avis, qui font que je préfère vraiment l'ambiance du 13e guerrier, parce que justement je me suis vachement plus identifié à ces hommes qui étaient pourtant tellement puissants, mais qui avaient une crainte empreinte de respect aussi pour ces forces supérieures qui n'osaient parfois même pas affronter, alors que dans Conan finalement on a moins cette sensation voilà qu'il s'agit avant tout d'humains qui se battent contre leur propre peur, et c'est ça qui fait leur courage finalement, c'est que malgré leur peur ils affrontent l'ennemi. Alors Basile, avant de continuer à parler du film, je te propose qu'on fasse une petite pause et qu'on écoute une de ces séquences du film qui est très très forte. C'est cette fameuse séquence qu'on parlait un peu plus tôt, c'est là où les guerriers en fait décident de partir à l'aventure, et où bien sûr le 13e est l'homme extérieur au groupe. On peut dire que c'est un peu l'appel à l'aventure. Je dirais même l'appel du destin. He calls for the bones. She's an oracle. Valkyrian! Vocat hominum ad numerum lunarum. She calls for men in number of the moons. 13. The number of months in their year. She says 13 men must go. Hvem skal bli den første? Hvem vil være den første mand? Jeg ved det første mand. Hvem vil være den andre mann? Jeg vil være den andre mand. Hvem vil være den tredje mann? Tredje mand. Og hvem skal bli den fjerde mannen? Jeg går! Den fjerde mand. Den femte mannen! Jeg går! Hjem til andre! 8. Den ene mand. 9. Send over there! 11. Jeg vil være den 12. mand. 12. Nummer 13 må ikke være en fra nord. Nummer 13 må ikke være en fra nord. Araberen. Vi må sende araberen. Tertius decimus homo septembrion non scict. She says the 13th man must be no Northman. Après que Omar Sharif nous explique que ces hommes-là partent à l'aventure, justement, je voulais qu'on parle un petit peu de le décor, l'univers du film. On est vraiment dans le pays du Grand Nord, du grand froid, et franchement, je trouve qu'on ressent vraiment ce climat glacial. Impitoyable. Ouais, il s'agit vraiment de
de tenter de survivre à l'hostilité de la nature. Hein. Alors en parlant justement du début l'univers d'où vient Antonio Banderas. Alors tu sais, il y a cette petite séquence très très courte au début qui se passe dans la ville de Bagdad, si je me trompe pas. C'est très court, hein, je crois qu'on a 3-4 plans. Mais si tu te souviens, en fait, il y a ce plan de Antonio Banderas qui se présente devant le sultan. Et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, c'est qu'on a un décor très gigantesque, très magistral. Et moi, ça m'avait impressionné, en fait. Et je trouvais qu'il y avait il y a vraiment 3-4 plans dans cette séquence. Je trouvais ça dommage qu'on n'en voyait pas plus. En même temps, moi, je trouve que ça rejoint bien ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au bon dosage. Et ça, j'apprécie. Tu sais, ça me faisait penser un peu au décor qui était utilisé dans les films des années 20. Ah oui, donc des décors vraiment pharaoniques. Gigantesques, ouais, ça me faisait tous ces peuples-hommes, en fait, dans ces décors complètement, construits de bois, hein, mais peints et qui sont dans une décadence pas possible. C'est ça qui manque un petit peu à Conan, c'est que Conan, il y a parfois quand même ces côtés un petit peu cheap, hein. Moi, c'est ça que j'ai ressenti quand je l'ai vu, alors que vraiment le 13e guerrier, il n'y a pas un seul instant où on a cette impression, on y croit de bout en bout. Mais là, tu vois, je dirais que c'est le côté de Dino De Laurentiis qui, je pense, c'est quelqu'un qui aime bien faire les choses fantastiques, mais le plus cheap possible. Je pense que c'est ça. Ouais, là, ça joue beaucoup. Justement, là, tu vois, dans le 13e guerrier, l'un de nos producteurs, hein, Lou Arkoff et Michael Christian, qui étaient aussi producteurs, c'est des gens quand même qui ont de l'argent. Et vu que Michael Christian est producteur, je pense que il y a un peu cette envie, tu vois, et je trouve que c'est très très bien, mais d'un peu de peaufiner son bébé, en fait, hein, son roman qui est en train d'être adapté au cinéma. Et c'est là, comme tu disais, voilà, il y a eu quand même un boulot assez bien fait sur tous ces décors naturels, hein, sur tout ce village nordique. Il y a eu quand même un soin, un intérêt vraiment détaillé, quoi, travaillé. Voilà, il y a les costumes aussi. Hein, qui sont... chaque guerrier, j'ai l'impression qu'on sort vraiment d'une BD médiévale. Hein, je veux dire, les armures sont superbes. Elles sont superbes, mais en même temps, elles font pas non plus trop flambant neuves, tu vois, parce que non, mais elles ont chacune a une personnalité, en fait. Chacun de ces guerriers a une personnalité. On a ce fameux rouquin qui a un peu mauvais caractère, qui a ce fameux tatouage au visage. On a un peu après ce grand balèze là, bien musclé, un peu justement le personnage Conan le barbare qui porte une peau de loup. Puis après, on a l'autre guerrier, tu sais, qui a ce côté un peu corsaire avec cette armure de conquistador au corps. On a bien sûr Bullveig, le grand nordique, hein, lui aussi qui fait très Conan, hein, avec ce côté torse nu, la grande épée à deux mains. Ce que je veux dire, c'est que chaque personnage, voilà, comme je disais plus tôt, il y a un côté très simpliste comment ils sont écrits, vu qu'ils vont pas trop avoir du dimension, hein, parce que on va pas apporter autant d'attention. Donc voilà, on a nos 3 personnages principaux qui vont être le plus travaillés, donc Bullveig, le second, et puis Antonio Banderas. Mais quand même un boulot qui a été apporté visuellement aux autres. Donc ce n'est pas juste des vikings avec des peaux de loup, basta. Non, ils avaient chacun, tu sais, il y en a un qui a ce fameux masque de fer avec ce petit grillage qui s'ouvre à l'avant. Oui, c'est ça. Et puis il y en a un aussi, je me rappelle qu'il y a des tatouages aussi un petit peu particuliers sur le visage là, qu'on distingue tout de suite. Là, voilà, ça donne du caractère. Et puis il y avait une attitude, tu sais, il y avait un qui était plus joyeux, il y en avait un qui était toujours très sérieux, et l'autre qui aimait bien se marrer, il y en a un qui arrêtait pas de draguer les femmes. Donc voilà, le peu qu'on puisse voir après ces 10 autres guerriers à l'écran, on sent quand même que chacun était traité d'une façon où on puisse se souvenir de qui est qui un peu. Les effets visuels aussi sont vraiment vraiment très bons. Tout à l'heure là, tu évoquais la scène du serpent de feu. Oh la vache, ça c'est un moment bien flippant là. C'est parfait. Le moment est parfait parce que d'un point de vue dramatique, c'est très bien amené et visuellement, ça suit. C'est que vraiment. On voit littéralement ce serpent de feu qui est en fait tout simplement les torches portées par ces fameux guerriers qui sont à cheval en train de donner l'assaut, et de loin c'est vrai que ça ressemble à une sorte de serpent enflammé particulièrement terrifiant. Et cette scène-là, elle est vraiment très très marquante. Hein. Là, quand on voit le film, on ne peut pas l'oublier. Ah bah là, c'est l'angoisse, hein. Parce que c'est l'angoisse parce que le serpent prend du temps à venir, et justement, on est en train de subir vraiment cette tranche de temps dramatiquement, quoi. On se dit, mais est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'ils vont attaquer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est juste pour faire peur? Est-ce que c'est la fameuse grande attaque? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est ça. Et puis en plus dans cette scène, ce qui est pas mal, c'est que finalement, je trouve que ça résume pas mal ce qui se passe durant tout le film, c'est-à-dire que on passe de cet ennemi invisible, comme tu l'avais dit tout à l'heure, à l'ennemi de chair et de sang qu'on peut tuer. Bah là, finalement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on parle de ce serpent de feu. Alors tout de suite, on imagine un dragon, une créature surnaturelle. On sait pas vraiment ce que ça va être. Et puis finalement, là, on se rend compte
que non, il s'agit juste d'humains avec une torche dans la main. Et tu sais que c'est vachement important parce que quand l'un des guerriers finit par tuer l'un des mecs, il le dit aux autres, ils sont que des hommes, quoi, on peut les tuer. C'est un moment vraiment important où justement ils se remontent le moral et ils finissent par croire en fait ils ont une chance de réussir, ils peuvent tuer leurs ennemis. C'est ça, c'est la démystification en fait. Alors Basile, pour finir un petit peu sur le 13e guerrier, à savoir c'est que les critiques à l'époque étaient quand même très méchantes. Le film a été très très mal reçu. Alors vu que son budget était 85 millions, à savoir Basile, sur son week-end d'ouverture, le film n'a emporté que 10 millions de dollars. Et au total, la grosse était environ je crois que c'était que de 32 millions de dollars. Donc on est très très loin des 85 millions de dollars. Ah oui, là, effectivement, le film, pour le coup, n'était pas du tout rentable. Non, et c'est bien triste parce que je trouve qu'on a vraiment un très bon film d'action qui nous livre une histoire passionnante. Je pense peut-être qu'on a des goûts de merde, tu me diras, parce que... Oui, ça doit être ça, effectivement. Ça doit être ça. mais vraiment, non, je t'avoue que je suis assez stupéfait. Moi, je me rappelais pas que le film avait été effectivement un peu amoché par la critique. Et même aujourd'hui, je veux dire, si on s'emporte sur les plus grands sites de critique, comme Rotten Tomatoes, IMDb, les notes sont très moyennes. Je veux dire, on est dans le 6.5 sur 10, on est sur le 13% sur 100. Alors je peux te dire qu'on doit être ce petit pourcentage. Bah écoute, tant mieux, parce que ça nous plaît. Je veux dire, et tu me diras, je veux dire, après, si les gens préfèrent des Transformers ou des Die Hard 7 ou 8, je veux dire, s'il faut qu'on en vienne au point où John McClane doit avoir une canne et un pistolet dans l'autre main, c'est sans souci que je me remate le DVD ou le Blu-ray du 13e guerrier avec plaisir. Alors Basile, justement, pour finir, pour nous, justement, pour donner notre note, vu que c'est le côté vachement facile de noter un film sur 10, moi je vais donner le 13e guerrier 13 guerriers sur 13. Écoute, moi c'est pareil, je dirais avec mention Odin. Écoute Basile, je te propose qu'on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Betamax Break Room. Avec grand plaisir. Basile, je te souhaite une bonne soirée. Et écoute, à moi aussi Xavier, c'était un plaisir comme d'habitude. Et puis voilà, cher public, on vous dit à très bientôt et passez une bonne soirée. À la prochaine. Moments lost in time.